Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, et Daniel Haïk, journaliste franco-israélien, analyste politique pour la chaîne i24 News. Il publie Samedi Route, les survivants du massacre du 7 octobre 2023. C'est aux éditions de l'Archipel. Samedi Rouge, pardon. Et oui, Samedi Rouge, bien sûr, le 7 octobre, un an après, Israël commémore évidemment cet événement. Israël traumatisé, combattant sur plusieurs fronts, la guerre continue, et Daniel Haïk connaît bien le contexte. Bonjour Daniel Haïk. Bonjour. Et vous avez rencontré ces survivants, ou du moins une partie de ceux qui ont bien voulu s'exprimer, aussi bien d'ailleurs dans l'armée que auprès des personnes qui ont été en première ligne de ces attaques du Hamas. Oui, effectivement, les témoignages que nous avons recueillis ont été recueillis dans le cadre justement des journaux télévisés et ce que l'on appelle le Prime, le journal télévisé principal de i24 News, de la chaîne i24 News, et nous les avons transcrits, et ce sont effectivement des témoignages particulièrement émouvants. Cela va bien entendu des témoignages de soldats israéliens qui le 7 octobre ont combattu, cela va aussi bien entendu de nombreux rescapés qui ont réussi à être sauvés presque miraculeusement, on peut parler de cela, par beaucoup de courage, on va dire, de bravoure, et également des témoignages de ceux qui ont vécu, vous savez, ce festival Nova, qui a coûté la vie à plus de 380 jeunes Israéliens qui étaient venus tout simplement célébrer, d'une certaine manière, la liberté, et qui sont retrouvés au milieu d'une attaque du Hamas avec un massacre sans précédent, on va dire, dans l'histoire. C'est comme s'il y avait eu plus de 2400 morts au Bataclan à Paris en novembre 2015. Donc, effectivement, c'est un événement traumatisant pour la société israélienne. J'écoutais ce matin les émissions en direct de la télé et de la radio israélienne. C'était particulièrement émouvant. Une sirène du souvenir à 6h29 à l'heure des premiers tirs du Hamas en direction d'Israël. Et je crois que c'est traumatisant. Il faut rappeler, c'est le Hamas qui a attaqué Israël. Ce n'est pas le contraire. C'est le Hamas qui a attaqué Israël. C'est le Hamas qui a attaqué les kibboutz du pourtour de la bande de Gaza. Des kibboutz qui sont peuplés d'une immense majorité de gens qui étaient des partisans de la paix, de la coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens. Des gens qui amenaient des enfants palestiniens malades de Gaza vers les hôpitaux israéliens, qui les prenaient en charge pour qu'ils soient soignés et guéris. Donc ce sont eux qui ont été attaqués, et quelque part cela a bouleversé la population israélienne. Cette attaque, le fait qu'elle ait été dirigée, bien entendu, contre des Israéliens en général, c'est déjà traumatisant, mais le fait qu'elle ait été dirigée en particulier contre des gens qui sont des pacifistes, eh bien, ça a quelque peu déclenché une sorte de réveil. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi? Comment l'expliquer que ce soit justement des pacifistes, des gens qui voulaient la paix, qui ont été les plus martyrisés, qui ont été violés, massacrés, environ 1200 Israéliens civils qui ont été massacrés ce jour-là. Donc, à partir de là, il y a un questionnement qui se pose, et ce questionnement, il conduit une partie des Israéliens à se reposer la question d'une possible paix entre Israéliens et Palestiniens. Et j'avoue que si on voit les sondages, eh bien, il y a aujourd'hui de moins en moins d'Israéliens qui croient en une paix sur la base d'un quelconque compromis territorial. Aujourd'hui, on comprend de plus en plus du côté israélien, eh bien, qu'il ne s'agit pas d'un problème, d'un conflit territorial, mais d'un conflit d'essence religieuse. Alors c'est ce qui nous intéresse, Daniel Haïk, précisément, sur cette antenne, vous le comprendrez bien. Vous allez nous expliquer pourquoi, selon vous, c'est une date historique, ce 7 octobre. Dans quelle mesure, par rapport à la fondation de l'État d'Israël et à l'idée qu'on avait ses fondateurs, il y a une mutation qui est en train de s'opérer? Eh bien, c'est important. Lorsque David Ben Gurion crée l'État d'Israël en 1948, eh bien, après, on va dire, un exil de près de 2000 ans pour le peuple juif qui avait quitté la terre d'Israël au 1er siècle, après la destruction du second temple de Jérusalem, eh bien, Ben Gurion crée l'État d'Israël et dit, cet État d'Israël, nous voulons qu'il soit normal, une normalité de l'État d'Israël. Il disait avec ses voleurs et ses prostituées. Il voulait que cet État soit normal. Et il voulait, en plus, qu'il se disait, l'identité juive, eh bien, elle nous apporte... Normal, ça veut dire non religieux. Alors,
si l'on veut, oui, une forme de normalité, ça veut dire que ce soit un État qui s'inscrit dans le concert des nations. Et il disait, l'identité juive, elle nous a protégés, elle nous a gardés en communauté pendant 2000 ans, et effectivement c'est vrai, mais aujourd'hui, de retour sur notre terre, nous, laïcs, eh bien, nous disons que nous avons besoin, nous dotons d'une nouvelle identité qui est plus israélienne que juive. Nous sommes des Israéliens, c'est notre nouvelle identité. Et donc on peut se débarrasser, on va dire, de ce que l'on appelle, on va dire, l'ensemble des commandements. Il y a 613 commandements dans le judaïsme. On peut s'en débarrasser puisqu'on est de retour sur notre terre. Eh bien, peu à peu, je dis que... Mais s'en débarrasser, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire reforger une nouvelle identité sur la terre d'Israël. Les Juifs ne seraient plus seulement juifs, le paramètre juif de leur identité serait amoindri et le paramètre israélien de leur identité serait agrandi. Et là, concrètement, c'est ce qui s'est passé. Mais à travers les guerres, de la guerre des 6 jours en 67, guerre de Kippour 73, les guerres contre les organisations terroristes, et puis tout ce qui s'est passé avec le Hamas au sud, sunnite au sud, et le Hezbollah chiite au nord, eh bien, il y a de plus en plus d'Israéliens qui se disent, attendez, je vous donne un exemple. Israël s'est retiré unilatéralement de 2 endroits, parce qu'on accusait Israël d'être occupant, de 2 endroits. En 2000, du sud Liban, avec le Hezbollah chiite, en 2005 de la bande de Gaza avec le Hamas sunnite. Israël s'est retiré unilatéralement. Et c'est de là que sont venues les 2 organisations qui continuent à réclamer la destruction de l'État d'Israël pour attaquer à l'intérieur du territoire israélien. Donc les Israéliens se disent, mais ce n'est pas un problème territorial, c'est donc un problème religieux. Et si c'est un problème religieux, il faut essayer de revenir vers une nouvelle identité. Cette identité dont on a voulu se débarrasser, peut-être qu'il faut la retrouver et comprendre à nouveau quel est le lien qui lie le peuple juif à la terre d'Israël. Par quoi cela se traduit-il, Daniel Haïk ? Est-ce que vous observez, vous, que chez les juifs non pratiquants, eh bien, le penchant religieux a tendance à s'exprimer de manière plus nette ? Alors, je vais vous dire, puisque nous sommes le 7 octobre, le 7 octobre, il s'est passé quelque chose de particulièrement émouvant. Bien entendu, cette journée, elle est tragique pour l'ensemble du peuple juif, pour les Israéliens en particulier. Mais le 7 octobre, dans l'après-midi, après plusieurs heures d'attente des soldats israéliens qui ne sont pas arrivés à l'heure, hein, et ça, c'est un des problèmes dont on doit parler, eh bien, les soldats, lorsqu'ils sont arrivés dans l'après-midi, dans les kibboutz qui étaient déjà martyrisés, avec les rescapés qui s'étaient retranchés dans leurs chambres blindées, eh bien, ils ont dit, c'est Tsahal, c'est l'armée israélienne, vous pouvez nous ouvrir. Et les habitants laïcs de ces kibboutz, eh bien, on dit non. Vous pouvez dire c'est Tsahal, mais vous pouvez être aussi des terroristes. On ne vous croit pas. Et lorsque les soldats ont changé et on dit une phrase qui est une phrase symbolique dans l'histoire du peuple juif, le schéma Israël, l'Éternel, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Ils ont donné cette phrase, ils ont lancé cette phrase. Eh bien, les laïcs de ces kibbutzim, retranchés dans leur chambre blindée, eux ont ouvert. Ils ont compris que c'était des soldats juifs qui venaient les libérer. Et quelque part, c'est ce que j'appelle, c'est le symbole de ce retour à plus d'identité juive que l'on constate aujourd'hui dans la société israélienne. Et Daniel Haïk, n'est-ce pas dans ce cas une montée aux extrêmes religieux ? Parce que ça veut dire que si d'un côté comme de l'autre, on s'envoie des arguments et des identités strictement religieuses, est-ce qu'il n'y a aucun espoir de paix au bout du compte de mettre d'accord les gens, en fait ? Alors d'abord, que les choses soient claires, ce n'est pas un retour vers une forme de théocratie. On ne parle pas de l'État d'Israël aujourd'hui comme un État théocratique. On parle d'un retour identitaire qui est provoqué par l'adversité des ennemis d'Israël. Et face à cela, on se dit, à partir du moment où on a effectivement cette identité, on a retrouvé cette identité, on se sent plus fort, dirons-nous, pour faire face à l'adversité. Et après, il faut que les ennemis d'Israël acceptent le principe d'une existence, d'une entité juive sur une terre qui, pour eux, est une terre d'islam. Mais ça ne change rien pour eux. Ça ne change rien que vous soyez réapproprié une identité, puisque de toute façon, pour eux, ça change rien. Qu'elle soit laïque ou religieuse, elle est niée.
Pour eux, ça ne change rien. Pour les Israéliens, ça change. Pour les Israéliens, ça change parce que ça donne plus de force à un argumentaire. Ça permet aux Israéliens d'être plus forts face à cette adversité. Parce que, justement, il y avait beaucoup de volonté de paix chez les Israéliens. Depuis le processus d'Oslo, moi, je me souviens de l'aspiration à la paix, une aspiration sincère, une aspiration, justement, de ces habitants des kibbutzim, qui, comme je le disais, amenaient les enfants palestiniens à l'intérieur pour les soigner dans les hôpitaux israéliens. Eh bien, il y avait une volonté claire de paix. Cette volonté, elle s'est modifiée. Elle est en train de tenir compte, on va dire, d'une réalité qui est complexe. Et je crois que quelque part, si on veut comprendre le conflit israélo-palestinien, eh bien, on doit s'imprégner de nuances. On doit comprendre que le conflit est complexe. On ne peut pas être on ne peut pas être dans une dimension binaire. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut être conscient de la complexité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tout blanc ou de tout noir d'un côté comme de l'autre ? Bien, dire tout simplement... Les responsabilités sont partagées, c'est ça que vous voulez dire ? Non, je veux dire que, par exemple, on ne peut pas retourner une situation et faire de la victime le coupable, comme ça a été fait. Aujourd'hui, je crois que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, a dit le 7 octobre, on se souvient, mais après, on va parler des Palestiniens. Le drame des Palestiniens, il a été provoqué par les terroristes du Hamas. Il a été provoqué par le drame des habitants du Liban. Il a été provoqué par les terroristes du Hezbollah. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, il faut que les Israéliens, que l'on soit du côté israélien, que l'on soit plus fort, que l'on comprenne que l'on est dans une nouvelle dimension. La force est du côté d'Israël aujourd'hui, manifestement. La force, elle est du côté d'Israël. Je tiens à préciser aujourd'hui, les soldats israéliens qui tombent, et il y en a eu beaucoup cette année. Lorsqu'ils combattent, ils ne combattent pas des civils, ils combattent des terroristes. Et dans chaque guerre, malheureusement, il y a des drames, il y a des erreurs. Et je dois vous donner un exemple. Plus de 10% des soldats israéliens qui ont été tués au combat ont été tués par des tirs amis. Ça veut dire qu'il peut y avoir des erreurs même au sein de l'armée israélienne. Ça veut dire que l'armée israélienne peut aussi commettre des erreurs en tirant sur des civils, mais elle ne cible pas des civils. C'est toute la différence. Et là, je crois que quelque part, au cours de cette année, dans certaines, on va dire, dans certaines chancelleries, dans certains pays occidentaux, on s'est trop rapidement bouleversé les valeurs. On a fait une confusion de valeurs. On a transformé la victime du 7 octobre en coupable par la suite de tirs soi-disant délibérés vers la population palestinienne, alors que ça n'a jamais été le cas. Je le dis, l'armée israélienne essaie par tous les moyens de ne pas cibler des soldats, de ne pas cibler des victimes palestiniennes, des civils palestiniens, et parfois ça lui coûte cher. Daniel Haïk, aujourd'hui on vit à l'aune de sociétés multiculturelles, mixtes. On parle beaucoup de la mixité, le fait que les gens s'entendent par-delà leurs différences. Et on a du mal à comprendre pourquoi cette société-là n'y parvient pas finalement. Est-ce que c'est à cause simplement des extrémismes ? Est-ce que c'est l'échec d'une minorité qui empêche à la majorité de s'entendre et elle le ferait volontiers ? Comment voyez-vous la chose ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas finalement au-delà des différences Parce qu'il faut être deux pour dialoguer. Il faut être deux pour dialoguer. Il faut qu'il y ait un interlocuteur. Or, à chaque fois, il n'y a pas eu d'interlocuteur. Oui, mais vous avez des Palestiniens qui veulent bien la paix, qui veulent s'entendre, etc. Oui, bien sûr, il y a des Palestiniens qui veulent la paix, mais ce ne sont jamais les leaders palestiniens. Les leaders palestiniens, à chaque fois que comment les faire émerger ? Est-ce que vous en connaissez ? Oui, il y en a, bien entendu. Il y en a qui voudraient, mais ils n'ont pas le pouvoir d'aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas le pouvoir, ils ne sont pas élus par leur peuple. Vous savez qu'il n'y a pas d'élection dans l'autorité palestinienne depuis 2006. Il n'y a pas eu d'élection. C'est toujours Mahmoud Abbas qui est le seul, parce que sinon, eh bien, ce serait le Hamas. Et je dois vous avouer, dites-moi ce que vous ressentiriez si on vous dit que aujourd'hui, encore un an après le 7 octobre, eh bien, 75% des Palestiniens soutiennent le Hamas responsable des atrocités du 7 octobre. Comment on réagirait ? Comment la population israélienne peut réagir ? Elle devrait se méfier. Elle se méfie aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Elle était dans une dimension de paix. Elle l'est beaucoup moins
aujourd'hui par la force des choses, par l'adversité des Palestiniens. Et on ne peut pas rejeter uniquement sur Israël la responsabilité d'un échec quelconque. Il faut savoir dans quel contexte l'État d'Israël évolue. La seule démocratie entourée de régimes qui sont totalitaires, entourée d'organisations terroristes extrêmement puissantes. Le Hezbollah reçoit $1 milliard par an de la part de l'Iran. Les trois têtes de la pieuvre qui veulent la destruction de l'État d'Israël, ce sont le Hamas au sud, le Hezbollah au nord, l'Iran derrière, et on le voit, l'Iran ne se gêne plus aujourd'hui. Mais la technologie, une forme d'intelligence stratégique a permis quand même à la minorité israélienne de l'emporter. Alors justement, assez largement. et ça c'est important, je vous remercie de le souligner, parce que... avec le soutien américain aussi. Oui, le 7 octobre, c'est une journée traumatisante pour l'État d'Israël, pour les Israéliens. Mais c'est aussi une journée de résilience. Vous savez, le peuple juif, après la Shoah, 3 ans après la Shoah, il a créé l'État d'Israël. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort, et pourtant son sort était terrible après la Shoah. Il a pris, les rescapés de la Shoah sont arrivés, ils ont combattu pendant la guerre d'indépendance d'Israël, ils ont défriché les marécages et ils ont créé l'État d'Israël, ils ont développé l'État d'Israël pour faire de l'État d'Israël ce qu'il est devenu, une puissance régionale. Et donc, quelque part, aujourd'hui aussi, quelque part, les Israéliens sont choqués, sont en deuil, mais il y a une forme de résilience que l'on a vue le 8 octobre. Cette société qui était divisée à la veille du 7 octobre, eh bien, elle s'est soudée et elle a fait face à l'adversité, elle s'est unifiée, elle s'est ressoudée, elle a fait montre de résilience et c'est extrêmement impressionnant. Il y a des milliers d'exemples de courage, de bravoure et de résilience de la part d'Israël. En un mot, Daniel Haïk, elle était divisée à cause du débat sur la réforme judiciaire. Oui, elle était divisée en raison de la division autour de la réforme judiciaire, et ça quelque part c'est une leçon pour les Israéliens de dire attention, si nous sommes divisés, eh bien nous sommes vulnérables, si nous sommes unis, eh bien nous sommes invulnérables. Merci beaucoup Daniel Haïk. Daniel Haïk qui publie Samedi Rouge, les survivants du massacre du 7 octobre 2023 témoignent aux éditions de l'Archipel.